Bonjour à tous nos followers. C'est peut-être impressionnant de nous retrouver chez vous dans ce cadre, dans cette assemblée, on peut dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, on est au corps de garde. On est au corps de garde, c'est symbolique pour ceux qui sont du peuple fan. C'est ce qu'on dit, hein? Tout à fait. Le peuple fan. Aujourd'hui, on va parler d'un VET. On vient chez vous via notre plateforme pour parler d'un VET. Je ne sais pas comment m'introduire parce qu'on n'est pas des professionnels du VET. Nous, on n'est pas les professionnels nouvelles, mais nous baignons dans cette culture-là. Donc, tout naturellement, nous sommes là pour échanger, justement. D'accord. Il n'y a pas eu d'aide professionnelle, Ah oui. c'est la culture. Voilà. C'est d'abord notre identité aussi. D'accord. Il faut se l'approprier, il faut la comprendre. Et ça ne concerne pas que les femmes, ça concerne l'humanité tout entière. Dans l'assemblée, il y a Gabriel Ntougou, qui est un fils du VET, on va dire comme ça, qui s'intéresse en fait depuis tant petit parce qu'on est tu es de la famille de Tirandon Dodo, qui est écrivain du VET. Et on a Jean-Paul, lui, qui a écrit le VET aussi. À Komamba, Et les immortels. à Komamba et les Immortels. Et Fabrice, toi, tu es... On peut se présenter comment? Un aspirant. Je suis un aspirant au compte VET. Voilà. On va dire ça comme ça. Je suis très passionné du VET. Et là, c'est notre, comme tu as dit, c'est notre culture. On a grandi avec ça. Et puis, à un moment donné, en grandissant, j'ai voulu m'approprier le VET parce que ça a eu un fort impact dans ma vie spirituelle. Donc, aujourd'hui, je suis pleinement engagé dans le VET pour non seulement beaucoup le comprendre, savoir ce qu'il donne à l'humanité, comment l'humanité peut en tirer profit et qu'est-ce que moi-même je peux apporter par rapport à ce que je ressens parfois. Donc, ce podcast est à l'initiative de Gabriel. Pourquoi? Parce que le VET est passé patrimoine mondial. Ou bien ça t'a pris comme ça? Non, c'est pas spécifiquement à cet événement, mais j'ai toujours voulu personnellement transporter le VET au fil du temps. Par exemple, quand tu as commencé, tu as parlé du corps de garde. Donc moi, je pense que le corps de garde ne doit pas être seulement le bâtiment qu'on voit au village, là, avec le toit de paille, et puis 4 poteaux, et puis le feu au milieu. Le corps de garde, c'est là où les gens se retrouvent pour discuter des sujets qui touchent au problème de la cité, du village. Et donc, j'ai toujours voulu embarquer le maître dans cette modernité-là. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas se retrouver et puis en parler et puis aussi en faire une large promotion. Donc, on va pas aller dans la définition spécifique d'une VET. Pour ceux qui ne veulent comprendre, il y a le livre de Daniel Assoumou-Ndoum, La dynastie Ekana. Et c'est la dynastie Ekana qui est parue à l'Harmattan. Ouais, en 86. C'est sorti en 86. Vous pouvez lire Essai sur la dynastie Ekana de Daniel Assoumou-Ndoum qu'on vous présente. Voilà. Au montage, vous aurez une image. Fallon va ajouter ça ici ou là. D'accord. Donc, bon, on va revenir à nous. Pour toi, c'est quoi le VET? Pour toi, spécifiquement. Alors, pour moi, le VET, c'est le cœur de la philosophie fan. C'est la principale source d'inspiration des fans. Inspiration culturelle, inspiration sociale, politique et même économique. Comment les fonds s'organisent. Et le VET, c'est aussi cet outil qui montre la route, qui montre le chemin aux hommes, aux êtres humains. Je pense que peut-être avec le temps, on ira plus en détail, mais à chaud, c'est un peu ce que Jean-Paul, pour toi, le VET. Pour moi, Toi qui as écrit sur le VET. pour moi, le VET, c'est un peu, le VET est offensant que le confucianisme est aux Chinois, aux Asiatiques de manière générale. C'est un ensemble de règles sociales, morales, religieuses, qui leur permettent évidemment de fonctionner, de fonctionner en tant que société, de fonctionner en tant que communauté. Et donc, ce sont ces règles-là qui, à mon sens, sont reprises à travers les épopées qui sont dans le fond. Donc, pour moi, c'est d'abord des règles morales, sociales, spirituelles, qui sont incarnées dans tout un ensemble de récits. Voilà. Moi, je vois le VET comme des récits épiques pour donner le courage aux femmes quand ils sont dans les difficultés. Toi, tu vois ça comment? Moi, je pense que pour moi, le VET, c'est un code. C'est un code philosophique qui organise la vie selon la vision des écans. Parce que quand on va
organiser la société et un certain nombre d'interactions, et on retrouve ça dans le VEC. Le VEC nous explique comment un enfant naît, quand il grandit, qu'est-ce qu'il devient après, quand on a des rapports avec les voisins, comme il parlait, par exemple, de l'aspect économique, quand il y a des échanges, toutes ces questions-là qui organisent la vie de l'homme. Mais sur le plan philosophique, pourquoi j'ai insisté sur le plan philosophique? Parce que, à partir du VEC, tu peux te donner une orientation dans ta vie. Qu'elle soit morale, spirituelle ou économique. À partir du VEC, tu peux te donner une orientation dans ta vie. Et c'était cet impact-là que le VEC a eu sur moi. Donc, je pense que c'est un ensemble de codes que les Cambois s'approprient pour tracer sa voie philosophique, comment ils pensent la vie. Toi, tu as lu le VET. Quel VET tu as lu, Gabriel? Alors, moi, j'ai lu Au vin de Mobam. L'épopée. Oui, c'était ça le titre. Ouais. L'épopée fan. L'épopée fan. Voilà. Avec Au vin de Mobam, guerrier d'Okuin et tout ça. Oui, moi aussi j'ai lu ça. J'ai lu Essai sur la dynastie Khan. J'ai pas fini l'orage. L'orage. Oui, avec Okosa Kidman. Pourquoi? Je sais pas, j'ai pas terminé. Mais en fait, moi, quand je lis, je lis, je reviens, je tourne sur un livre. Hein. Je peux passer une année, quoi. J'ai lu bien sûr le tome 3 de Tirandong de Toum, L'homme, la mort, l'immortalité, qui est là. J'ai lu le tome 2. Avec un gars qui s'appelle Elon Kamafé, tout ça. Assang Banona, Ouais. Voilà. Mais j'ai aussi écouté des épopées. J'ai écouté Abia d'Akiobian. C'est difficile, le fond est très soutenu. Ouais. Donc il faut écouter, réécouter, et puis la bande sonore n'est pas de qualité. Vomeko, alors là vraiment c'est difficile. Il y a des bandes de Vomeko. Oui, il y en a, ouais. Et il y en a il y en a qui ont mis ça sur internet, mais c'est des petits morceaux. J'ai écouté aussi Mfefemot de Etugundon. Ouais, et ça c'est mon préféré. Ça c'est vraiment mon bête préféré. Jean, pour toi, tu as lu lesquels? Ben, j'ai lu tous les tomes de Tirandong, j'ai lu Essai sur la dynastie Ekana, j'ai lu La généalogie du silence aussi, d'Homère Ntougou. Ah oui, j'ai lu ça aussi. Comment les immortels. Bon, J'ai écrit la commande des immortels. D'ailleurs, il faut que tu nous en dises. Voilà, donc bon, oui. Et puis j'ai aussi beaucoup écouté et réécouté parce que j'avoue que quand j'étais plus jeune, je ne comprenais rien. Surtout le VET d'Akiobian. C'est maintenant avec un peu d'expérience, avec le temps. Et puis j'avoue aussi que à OIM, il y a quand même des gars qui m'avaient expliqué le truc, quoi. Les choses que je comprenais pas en réécoutant, t'expliquer voilà ce qu'il dit exactement. Et quand tu écoutes là maintenant, tu as l'oreille qui s'affine et là tu commences à quand vous savez qu'il y a un VET de Zhuangema. Oui. Une transcription. Oui, de un qui a Bernard sa Pépère. Herbert Pépère. Herbert Pépère. Oui. Enfant et en français. Oui, il y a la transcription, il y a la phrase en français, puis en bas, il y a la phrase en français. Herbert Pépère, un Allemand, il a enregistré. Mais la première traduction d'un VET de Zhuangema, c'était du fond en allemand. Oui. Ouais. Tu vois? Oui. La première traduction, parce que Herbert Pépère, il enregistre sur des bandes magnétiques avec un agra. Il emmène ça en Allemagne. Bien sûr. Parce qu'il y avait personne pour décoder ça ici. Donc, les Allemands, ils connaissaient le VET avant nous. Bien sûr. Ouais. Donc, ils ont pu extraire des choses dedans. Ils ont connu le VET avant nous. On veut dire que ils sont les premiers. Ils ont lu le VET. Ils ont lu avant la version littéraire. Voilà, parce que Tirandong, quand il fait l'épopée, c'est la première fois qu'on écrit un VET. Oui. L'épopée femme. Oui. C'est la première fois que le VET est écrit. Ouais, sur papier. Oui. Sur On papier. va dire peut-être compter sur le papier. Compter sur papier. Ouais, sur Mais écrit, je crois que c'est Herbert Pépère. Parce qu'il en sort un livre. Oui. Tout, voilà. Et c'est le tout premier. Donc après, Tira, lui, vient compter. Oui. Mais, Il faut bien préciser ça. Il compte. Parce qu'il a perdu le son. Il doit se reconnecter à son art. Et il décide de compter, sur du papier. Et c'est ce qui a rendu le VET accessible au monde entier. Toi, tu as lu quel VET? Moi, j'ai commencé, pour vous dire, j'ai d'abord vu ce livre-là. L'homme, la mort, l'immortalité. Mais pour moi, c'était un livre étrange quand j'étais petit, en fait. Donc j'ai été d'un abord difficile. Mais la première épopée que j'ai lue, c'était Akomamba,
et les immortels de... Ah bon? Oui, oui, c'est la première épopée même que j'ai lue. Sauf que, dans l'homme, la mort et l'immortalité, il y a la cosmogénèse. Ouais. Et donc, c'était ça la base, en fait, de mon éveil spirituel. Donc, je suis reparti pour lire l'homme, la mort et l'immortalité. Ensuite, j'ai lu Essai sur la dynastie Ekana. J'ai lu La généalogie du silence d'Omer Otougou. J'ai aussi un lettre de Zuindema. Tu as ça? Oui, j'ai un lettre de Zuindema que j'ai lu. Parce que je m'inspire un peu de son style. J'aime bien le style de Zuindema. Il fait un peu de son ethnie, en fait. De qui il est. Quand il compte, il rappelle qui il est. C'est le même style de Tira aussi, hein. Oui. On sent qu'ils ont... Nguema, c'était un Yingri. Oui, c'est son maître. C'est le maître des Tira. Ouais. C'est le maître des Tira. Donc j'ai lu ces maîtres-là. Mais j'avoue que l'homme, la mort, Batomamba et les immortels est d'un abord très facile. Moi, j'ai lu Bakomamba les immortels, l'épopée Fan, l'orage, la dynastie Ekana, le tome 2 du Vêt avec Hassan Banona. J'ai enregistré Don François. J'ai enregistré Tourundon. C'est moi qui ai enregistré Tourundon. La première sortie me fait Il faut faire mot. Voilà. Au décès de Cyrano. Cyrano Nutum, ouais. J'ai passé 3 heures de temps avec l'ordinateur. On n'avait pas encore le matos comme ça. J'avais un faux micro que j'avais pris chez Omer, j'ai accroché ça et tout. Je me baladais avec l'ordinateur portable parce que je n'avais pas d'enregistreur, donc j'avais le logiciel Adobe Audition. Ouais, c'était un exercice pénible, je me rappelle, hein. Il fallait être là, tenir l'appareil, tout ça, et s'assurer. J'étais. Oui. Mais ce qui est intéressant, par exemple, pour Herbert Pepper, pour enregistrer Zuingema, le compte, ça a tenu plus de 7 heures de temps. Hein. Ouais, mais le Il Naga, a- c'était La nuit. Oui, toute la nuit. Il a compté. Il est allé jusqu'à la nuit, parce qu'en général, on compte le bête, La journée, ça s'est terminé la nuit. Quand il a commencé, plus de 7 heures d'affilée, il a compté son histoire. Et c'est ça, déjà, la première chose qui avait frappé Herbert Pepper, c'est comment quelqu'un peut avoir une histoire dans la tête et la narrer ouais. pendant D'un d'un trait sur un laps de temps aussi long. Mais ce qui est encore plus pertinent avec le vet enfin le document de Herbert Pepper, parce que c'est le vet de Zuingema, c'est à ce vet-là que le nom Eyo sort. Parce que Zuingema est en train de compter. Et puis il regarde Tira. Et puis il lui dit Yemezo. Ce que je dis. Tira savait de quoi il s'agissait. Donc, et lui le traite. parce que c'était un moment critique. C'est lui qui a permis à Zuingema de dire Eyo pour que, de sortir le nom Eyo dans le vin. Oui, de sortir du côté des initiés vers les non-initiés. Oui. Voilà. Mais je pense que, hélas, moi je crois qu'il faut encore saluer les efforts de Tira, parce que c'est vraiment, ça marque la volonté de faire continuer le VET, pour que ça ne reste pas embrigadé dans la culture qu'on dit. On a une façon de voir la culture. Notre culture, ça doit être les vieilles choses, les choses d'avant. Et là, le VET traverse, parce que c'est grâce à ce moment-là, ce moment critique, que aujourd'hui on a toute la cosmogonie. Tout le monde peut accéder à la cosmogonie. Disons que le Mbet rentre dans la modernité. Le Le début du passage vers la modernité. Et puis, dans l'homme, la mort et l'immortalité, il précise bien que Eyo avait interdit de citer son nom, de parler de lui. Oui. Jusqu'au moment où il venait l'autorisation. Voilà. Donc moi, je pense plutôt que c'est Eyo qui lui a donné l'autorisation. Il avait atteint le niveau de maire. Je pense que c'est Eyo qui lui a donné l'autorisation de citer, de le faire connaître. Et en le faisant connaître, le VET est devenu accessible à l'humanité. Parce que quand on regarde l'homme, la mort et l'immortalité, quand on parle de la cosmogonie, ça connecte un peu toutes les cultures dans le monde. Parce qu'on va retrouver l'histoire de la Kingos. C'est un peu la même histoire qu'on retrouve chez les scientifiques du Moyen-Âge. On va parler du Big Bang. Voilà. Et le VET nous reconnecte. C'est pour montrer qu'en fait, comme il disait, comme Gabriel disait dès le départ, le VET n'appartient pas qu'au fond. Ça s'adresse à l'humanité. Est-ce que si on s'intéresse à l'histoire d'Oyona Dangwandan, le VET, on peut dire que le VET, c'est quelque chose, c'est une intelligence révélée. Oui. Un peu. On peut mettre ça dans l'ordre de la révélation. Toute, on va dire quoi?
tout récit mystique a toujours une phase de révélation, parce que le mysticisme, c'est ce qui met en lien le visible et l'invisible. Et donc, il faut bien un moyen de passage entre le visible et l'invisible. C'est pour ça que dans la plupart des religions modernes, il y a toujours la révélation. Tout part de la révélation. Vous prenez le judaïsme, la révélation avec Moïse, vous avez la religion chrétienne, il y a la révélation avec l'ange Gabriel et la Vierge Marie, on prend l'islam, la révélation avec Mahomet. Nous aussi, dans le Vêt, il y a aussi cette révélation-là. C'est la révélation de Adangwan qui a vu ce qu'il y avait de l'autre côté et qui a été le premier à Donc, venir vers les avant, humains. au Yonadangwan, le Vêt existe déjà, mais c'est pas Le Vêt, révélé. voilà, le Vêt existe, C'est mais pas il révélé au fond. n'est pas révélé encore au fond. C'est Oyonnax Dangwan qui a fait le premier l'expérience et qui vient pour la partager avec ses frères, parce que évidemment il faut aussi recontextualiser les choses. On est en pleine migration et donc durant cette migration, au vu des guerres qu'ils ont, des peuples qu'ils ont dû affronter, il y a une forme de lassitude qui commence à s'installer dans l'esprit des gens. Déjà, ils ont l'impression d'être perdus. Est-ce qu'ils sont arrivés à destination? On n'en sait rien. Est-ce que ils vont continuer à se battre pour continuer à avancer? Ils n'en savent rien. Et donc, c'est cette lassitude-là qui fait que Nadangwan s'inspire, il s'extirpe des vivants et il va de l'autre côté faire cette expérience-là. Et c'est de là-bas qu'il revient avec cette révélation et qui va permettre aux autres, aux femmes, de galvaniser les populations et reprendre la route. Est-ce que le Vêt est utile? Je pense que évidemment, on a fait le tour un peu au début. Là, on a parlé, lorsque tu me posais la question au départ, le Vêt, c'est le volet philosophique. La philosophie, c'est la sagesse. La philosophie, c'est penser, l'organisation de la cité, c'est penser la façon dont on doit guider sa vie. Et le Vêt joue ce rôle-là. Et d'ailleurs, quand on se réfère au Yonadangwan, en quoi le Vêt, mais là on voit vraiment l'utilité du Vêt, parce que quand Yonadangwan tombe dans le coma, il met beaucoup de temps dans le coma, où il rencontre Eyo, et puis Eyo lui révèle l'univers, le monde et tout ça, et il lui raconte les histoires d'hommes puissants. Où Yonadangwan sort du coma, il relate sa révélation au peuple. Et le but, c'était de galvaniser les troupes. Ouais. C'était de les rendre forts, parce qu'il leur racontait les histoires des guerriers puissants. À Komamba, Inbando, Medan. Donc des gens qui avaient des forces inimaginables, des gens qui étaient des géants grands. Lorsque, par exemple, Tutumufuli n'a que du muscle, il n'a pas de graisse, il n'a que du muscle, c'est un géant, et il affronte la mort, il affronte l'ennemi. Donc ça a galvanisé les troupes, ça a encensé les gens. Quand on fait le tour de toutes les œuvres d'une Vêt, on se rend compte que le Vêt traite de l'immortalité. Quelque chose qui n'est pas accessible à l'humain. Ouais, vas-y, Jean-Paul. Mais parce que l'immortalité a toujours fasciné les gens. On s'est toujours posé la question déjà de qu'est-ce que la mort. Et les femmes donnent une très bonne réponse à cette question-là. C'est-à-dire que la mort, c'est une autre forme de vie, en fait. La vie ne s'arrête pas. La mort n'est qu'un passage d'un état à un autre. Et donc, et même la mort n'est pas une barrière, puisque dans le Vêt, les morts et les vivants interagissent au point où parfois on a l'impression qu'ils vivent dans le même univers. Alors qu'il y a, semble-t-il, une barrière qui, naturellement, devrait les séparer. Et c'est vrai que dans la culture africaine... Mais dans le Vêt, il y a un être qui est là qu'on appelle la mort. Bien. Parce que pendant la bagarre de Komamba et Obamado, c'est ça, non? Andomela. Oui. La mort est là. Et Ngomondo, il voit la mort. Il voit la mort. Donc la mort, c'est un être, le Vêt décrit la mort comme un être à part entière qui est là pour se saisir de la vie à des moments opportuns. Mais c'est la conception que l'humanité a toujours eue de la mort, parce que là, on l'appelle la grande faucheuse. Oui. Donc, c'est déjà, on lui donne déjà une identité. Oui. Sauf que dans le Vêt, on va à un autre niveau, parce que la mort, non seulement en tant qu'individu, quand je dis en tant qu'individu, c'est-à-dire que elle a un corps, on lui donne un corps, on lui donne vie. C'est pour nous montrer le rapport de l'homme à la mort. Donc, la vie, il y a la vie. La mort, c'est comme et c'est là où l'œuvre de Tien est importante, l'homme, la mort et l'immortalité. Pourquoi l'homme? L'homme, parce que d'abord, à l'origine, ils sont là, c'est des hommes de cuir, des hommes d'Ingon.
ils interagissent, ils se battent, des gens meurent, etc. Chacun montre sa puissance. Sauf qu'au milieu, il y a la mort qui fait le lien entre les deux. Maintenant, ceux des vont dépasser ceux de le Queen. Pourquoi? Parce que eux, ils vont acquérir l'immortalité. En attrapant la mort. En attrapant la mort. Et ça, c'est important. Ils n'ont pas tué la mort. Ils n'ont pas tué la mort. Ils l'ont attrapé la garde prisonnière. C'est grâce à ce fait-là qu'ils parviennent à avoir une espèce de vie éternelle. Mortelle, une vie Mais la mort a saigné, puisque Ngbando, il a décoré la terrasse de sa maison avec le sang de la mort. Et il faut aussi dire un truc, c'est que s'ils ont attrapé la mort, pourquoi les gardes Queen meurent encore? Mais parce que les gardes c'est ça le secret. Si on avait la réponse, on n'aurait plus le fait. C'est ça le secret. Pourquoi tu ris? Parce que dans le Mvet, il y a un fait qui est là. Il y a un événement qui s'est produit. Ngbando, est-ce qu'on peut même se poser la question, est-ce qu'Ngbando a vraiment tué Ndomela? Puisque, à partir de cet instant, on nous dit, sa tête continue, le sang continue de saigner, il amène la tête, les yeux continuent de cligner. Est-ce qu'il est vraiment mort? Donc, il y a cet événement qui est là. Et à partir de cet événement, il y a un constat, qui est que les gens d'Ngbon, apparemment, ne meurent plus. Tu vois? Et c'est c'est à partir de là que la question se pose. Et comme on n'a pas la réponse, il faut aussi faire une nuance, c'est que tout à l'heure on parlait des peuples. Il y a le peuple de Kui, il y a le peuple d'Ngon, il y a aussi le monde des morts. Oui. Il y a le monde des morts qui est là. Et donc ça veut dire qu'il y a une interaction entre les morts qui sont déjà partis. Ils n'arrêtent pas de vivre. C'est une autre vie ils ont dans la mort. Donc, sauf que pour accéder au monde des morts, c'est pas n'importe, il faut être un puissant guerrier, il faut avoir l'autorisation de pouvoir aller dans le monde des morts. Ça veut dire que quand les immortels capturent la mort, il y a toujours les morts à Okuin. Et les morts d'Okuin continuent toujours d'interagir avec les vivants d'Okuin. Et c'est là où il y a le rocher des mystères. Qu'est-ce qui s'est réellement passé après que les immortels aient capturé la mort avant qu'ils soient immortels. Avant qu'ils soient immortels, parce que avant ils étaient mortels. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont capturé la mort? Pourquoi de leur côté, ils ont arrêté de mourir, et de l'autre côté, eux, ils continuent à mourir? En fait, quand on lit le Ved, on a l'impression que l'ultime pour les gardes Ngon, c'est l'immortalité. Parce que c'est des grands guerriers qui ne perdent pas des combats. Mais au départ, ils n'étaient pas immortels, hein. Oui, en fait, donc c'est l'ultime pour eux, atteindre l'immortalité. L'immortalité, c'est la puissance absolue. Voilà, c'est là où je voulais en venir. La puissance absolue. Parce que c'est là où je voulais en venir. Parce que pourquoi eux ils arrivent à tuer la mort, à saisir la mort, ok? C'est par rapport à leur degré de puissance. Parce que quand Oyona Dangban sort du coma et raconte des histoires des guerriers, il enseigne l'art de la guerre au peuple. Parce que le rôle d'Oyona Dangban, c'est d'enseigner l'art de la guerre et la puissance. C'est ça en fait. Donc, plus on est puissant, plus on a cette capacité d'atteindre l'immortalité. Et les gens d'Ngon sont surpuissants. Quand on te décrit par exemple Ngbando, le surpuissant, le dominant, le réducteur des orgueils, Ngbando, il reste suspendu dans les airs, il se multiplie, il a des capacités, il menace les morts. Il va au pays des morts, il menace les morts, de les ramener à la vie. Et Ngbando, lorsqu'il fait un combat, il n'aime pas la mort. Ngbando a horreur de la mort. Il ressuscite les innocents du combat. Ils ont atteint un niveau de puissance tel que ils peuvent plus mourir. Et donc, comme dans toute nature humaine, on est toujours fasciné par le pouvoir et la puissance. Et donc, ceux qui détiennent la puissance attisent des convoitises. D'accord. Donc, si on regarde bien, le Ved traite du pouvoir. Oui. Le Ved traite de la puissance. Oui. Le Ved traite de la spiritualité. Exact. Bien sûr. Le Ved traite des relations entre les hommes. Des relations sociologiques même basiques, des mariages, des naissances, des décès, des alliances. Parce que le mariage, c'est pas seulement une union entre deux personnes, c'est des alliances. On a vu plusieurs fois dans le Mvet où des gens de Queen vont se marier avec les gens d'Ngon pour tisser des alliances. Et lorsque ils sont face à un danger, du fait du jeu des alliances,
ils sont obligés d'appeler leurs alliés d'Engong qui sont obligés d'intervenir. Dans le Mvet sous l'orage, c'est exactement la même chose. Les gens d'Engong sont obligés d'intervenir dans un conflit qui a lieu au Cuir. Parce que il y a une fille, voilà, le père a été vaincu, le village est tombé en servitude, et le père dit à cette fille, il faut que toi tu nous sauves, mais pour nous sauver, Oui. tu dois aller à Ngong et tu dois te marier, voilà, et tu dois aller te marier avec Ngwando. Avec Ngwando, pour qu'il me venge. voilà, pour qu'il me venge. Et donc on voit bien que c'est tout ces ensembles de règles. Voilà pourquoi je disais que c'est à la fois des règles morales, spirituelles. Est-ce que tu penses que Cyrano a choisi ce texte-là au hasard? Non, pas du tout. Parce que chaque conteur, en fonction des événements, des circonstances, il a toujours un message à faire passer. Au moment où il a écrit ce texte, je suis sûr à ce moment-là, un message à faire passer, il a fait passer. Maintenant, mais quand on lit L'homme, la mort et l'immortalité, Tsiran Nondutum insiste sur un Akoma qui est différent. Parce qu'Akoma, c'était un puissant guerrier. Il a mangé des fétiches de tous les autres guerriers puissants. Et il est devenu hyper puissant. Et aujourd'hui, toute l'humanité, quand on entend le nom d'Akomamba, tout le monde a peur. Et puis Akomamba, à un moment, ils sont en général les gens d'Engong. Donc quand ils arrivent à vaincre un guerrier d'Okun, si le guerrier d'Okun en question était très mauvais, ils l'ont jugé très mauvais, donc ils tranchent son destin au lieu de combat. Si il était pas si mauvais que ça, on l'amène à Ngong, au tribunal, et puis on le juge. Et il va travailler. Et les sages donnent la sanction. Après que les sages aient donné la sanction, on demande à Ngban son avis. C'est l'avis d'Ngban qui pèse. Si Ngban dit le contraire de la décision, c'est l'avis d'Ngban qui passe. Sinon, on prend l'avis du conseil et on envoie le guerrier déchu, on l'envoie chez Kaboyon, Abikali, donc allait travailler la route. voilà, il travailler la route, le chantier interminable. Et c'est que le Mvet traite de l'amour aussi. Voilà, et donc c'est là où je veux en venir. Donc Oui. c'est l'histoire Tsiran dont on parle un peu d'Asson Banona, Oui. où et il est tombé amoureux d'une jeune fille et il s'est retrouvé dans une énigme où finalement il était obligé de se défendre, et en se défendant, je crois qu'il a assommé un jeune d'Engong. Et donc les gens d'Engong se sont fâchés et ils sont allés se venger et ils ont Donc c'était Zemedang et Obiangmedza qui sont allés faire le boucan chez lui. Ouais. Et lui, avec l'orgueil, il est parti à Ngong. Il a affronté Akomamba verbalement. Il lui a dit qu'il y a des gars d'Engong qui sont venus faire le désordre chez moi. Tu me les remets tout de suite, sinon je fais le boucan à Ngong. Donc Akomamba regarde le gars. Et puis Akomamba s'imagine à l'époque où il était à Akoma. Attends, parce que il y a une énigme. C'est à Son Banona, il était tombé amoureux d'une jeune fille. Et pourtant, il était marié. Parce que ce qui se passe à Ngong, au tribunal, c'est la femme, la première épouse d'Asson Banona, qui demande à Akoma de pardonner Asson Banona parce que, bon, il n'avait pas vraiment l'intention d'humilier les gens d'Ngong. Et donc, Akoma, il est embêté. Parce que, il est là, il réfléchit, et il ne comprend pas pourquoi il n'a pas réagi automatiquement. Voilà, il aurait tout de suite dit, écoute, non, c'est terminé cette histoire, j'ai pas besoin de t'écouter, et puis il tranche la tête, quoi, d'Asson Banona. Donc, Akoma rentre en crise, et donc il est avec son ami Medang. Oui, son combi, en fait, son gars des coups bas, et il dit à Medang, mais Medang, je me comprends pas, j'ai deux gars qui se battent en moi. Il y a un qui me dit de continuer mes combats et de tuer les mortels, ces faibles là, ils comprennent pas, ils m'agacent parce qu'un commandant il est agacé par les faibles. Et puis il y a un autre qui lui dit non, Akoma, ne fais pas ça, change, sois un peu. Et il dit, et la partie qui m'impressionne le plus, et quand il dit à Medang, mais je comprends pas comment Ngbando fait, parce que Ngbando, il prend le temps d'écouter les gens, il passe son temps à écouter les gens, Non, mais Medang lui a d'abord dit que trouve-moi ce gars-là, je vais le tuer. Il a pris le miroir. Oui. Il a montré le miroir. Il a pris le miroir, il a montré à l'abdomen d'Akoma. Et puis Medang dit,
Mais Akoma, moi je vois pas les dégâts dont tu parles, quoi. Mais je crois que c'est Obiang Meza, hein, qui vient après et puis dit aux deux, il leur dit, mais c'est normal, vous pouvez pas voir ça, parce que vous êtes des tueurs. On parle bien de Zamotou. Zamotu, voilà, c'est Zamotu, parce qu'il dit, c'est normal, vous êtes des tueurs, vous avez l'esprit, à cause de vous, on parle de nous comme des méchants, des tueurs, vous êtes bizarres, vous ne pouvez pas voir l'amour. C'est là où le mot Voilà. amour sort. Voilà, vous pouvez pas voir l'amour, parce que vous êtes des guerriers sanguinaires. Donc, Sira, dans le tome 3, il fait ressortir un Akoma qui traverse une crise intérieure. Mais cet Akoma-là, c'est normal. Parce qu'on dit souvent que de grandes responsabilités, de grands pouvoirs amènent de grandes responsabilités. Donc, Akomamba, quand il devient immortel, il est changé parce qu'il est conscient des responsabilités qui sont désormais les siennes. Et donc, du fait de sa surpuissance, C'est-à-dire le droit de vie est mort. voilà. Est-ce pour autant qu'il doit maintenant continuer à dominer les autres? Non. Il faut parfois trouver le parfait dosage. Et il se sert aussi de son expérience. Il a parfaitement compris que toute sa jeunesse, il a été à la quête de la puissance. Ouais. Il a vaincu les plus grands guerriers qu'il a pu croiser sur sa route. Et ça l'a amené où? Ça l'a amené, semble-t-il, nulle part. Et donc, il se rend bien compte que cette voie-là, là, maintenant, c'est la sagesse qui prend le dessus. Oui, en fait, c'est ça. Voilà, cette voie-là, La sagesse du chef. cette voie faite de violence, faite de quête de puissance, faite de quête permanente de puissance, ne mène nulle part. Ce qui permet d'élever l'individu, c'est la sagesse, c'est de rechercher le dialogue, c'est de rechercher la paix. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'homme, même si tu es surpuissant, ta mission sur Terre, c'est de préserver la vie. Et donc, lui qui a la vie éternelle, décide quand même de préserver ceux dont la vie est fragile. Il faut quand même dire que c'est exceptionnel et c'est là où on voit la complétude de Mbando. Parce que lui, il a toutes ses qualités. Il a toutes ces qualités-là. Il a toutes les qualités de l'homme parfait. Parfois, moi, parfois quand je vois un Mbando, je dis, oui, c'est l'homme idéal. C'est l'homme idéal. Et il fait un usage bien raisonné de sa puissance. Parce qu'après, on sait que Mbando, c'est lui qui réduit tous les orgueilleux, il est très puissant. Sauf que, il prend toujours le temps d'analyser la situation. Oui, de De comprendre. comprendre. Pourquoi le gars-là se comporte comme ça? Donc, lui, son essai n'est pas de répondre la mort, mais c'est de solutionner le problème. Mais cette situation a déstabilisé au Oven de Mobam, parce qu'au Oven de Mobam ne s'est jamais battu avec Ngwando. Ngwando l'observait, c'est, quand il se battait contre Tumuful, pendant le combat, il s'est dit, mais pourquoi Ngwando ne m'affronte pas depuis là? Je pense que c'est là où Oven de Mobam a perdu le combat, parce qu'il a été déconcentré sur la présence d'Ngwando qui ne réagissait pas. Mais Ngwando, il se posait la question, pourquoi le gars avait détruit le fer de la Ils ont surface tué Vandumoba. Non, ils ne l'ont pas tué. Donc, ils ne l'ont pas tué. tué. Oui, puisque Ngwando a donné sa sœur à Oven de Mobam. Et il a pris Yarankaba comme femme. Mais d'où viennent les guerriers? Parlons un peu des gens d'Engon, d'où est-ce qu'ils viennent. Je pense qu'on devait aussi aborder... Car s'il faut qu'on parle de d'où viennent les guerriers, il faut qu'on commence par la cosmogonie. Ouais. Le début. Donc, la création de l'humanité la création de la vie. Ouais. Par Eyo. Je pense qu'il y a trois entités. 5. Il y a 5. Quand Yona Dangwan est dans le coma, c'est là où ça se passe. Oui. Il est dans Il le voit coma Eyo. et Eyo il entend une Il voix. entend Eyo. Voilà, il entend la voix. Mais Eyo lui présente Ouais. l'œuf le cuivre. Ouais. Non, il dit, regarde ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Tu malaxes le cuivre. Il est en train de malaxer le cuivre. Oui, je malaxe le cuivre, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et puis, il lui dit que tu vas sûrement faire un akona. C'est-à-dire, une sorte de, akona, c'est comme un œuf, en fait. Voilà, c'est comme un œuf. Tu vas faire un œuf. Il dit, oui, je vais faire un œuf. Un œuf en cuivre. Donc, tout part de là. Et après... Donc, il prend le cuivre, il prend la couleur, c'est les couleurs. Et il prend les couleurs. Il prend la couleur cuivre, la couleur or. Donc, à Kingos, c'est or, cuivre, or. Donc, Quatre faces. ouais, il malaxe ça. Et après, c'est là où il prend l'intelligence. Ouais, l'intelligence. Il prend l'intelligence. Il met l'intelligence dans l'œuf. aussi la puissance. Et il met la puissance. Et il demande à l'intelligence de sortir. Non. Il met d'abord l'intelligence. Oui. Et puis, il demande à l'intelligence de sortir. Non, il met d'abord l'intelligence
et la puissance en même temps dans l'œuf. Il demande à l'intelligence de sortir et l'intelligence lui dit qu'il ne peut pas parce qu'il lui manque la volonté. Tu vois? Et c'est une fois qu'il met la volonté que l'œuf commence à grossir, à chauffer d'abord et à grossir jusqu'à devenir une ça incandescent, une chaleur incandescente et ça explose. Mais ça, c'est un point important. Quand on parle d'intelligence et de puissance, l'intelligence voit où elle peut passer. L'intelligence, je vois comment faire pour sortir. C'est ce qu'elle dit. Je vois comment faire pour sortir, mais il me manque une chose. La volonté. C'est-à-dire que tu peux avoir tous les matériaux pour atteindre ton objectif. Si tu n'as pas une volonté véritable, tu ne pourras jamais atteindre ton objectif. comme certains Donc, décideurs. pour aller dans la cosmogonie, c'est là où, comment tu disais quoi d'abord? Certains décideurs africains. Ouais, donc, Ils ont l'intelligence, mais c'est là où ils ont l'intelligence, ils ont la puissance, mais ils n'ont pas la volonté de développer leur pays. Mais c'est la réalité de l'être humain, c'est un peu le chaos qu'il y a dans l'être humain. Il veut atteindre des objectifs, mais il n'a pas est-ce qu'il a réellement la volonté? C'est là qu'on dit, est-ce qu'ils veulent vraiment faire ce qu'ils ont dit qu'ils vont. Qu'est-ce que ça signifie de mettre la volonté en dernier lieu? Pourquoi ne pas commencer par la volonté? Mais Eyodi, c'est parce que Eyodi, tu vois, il parle tu vois l'intelligence va jusqu'au grand inconnu. Jusqu'à que fait Voilà, jusqu'à Kofeyum. Et donc l'intelligence peut faire n'importe quoi. Donc il faut la discipliner. Voilà. Donc il faut la discipliner. Donc avec la volonté, c'est là, je veux ça, pas ça. Je veux ça, pas ça. Donc, non, mais pourquoi avoir commencé par l'intelligence? Pourquoi ne pas avoir commencé par la volonté? C'est le mystère de la création, hein. Ou bien c'est parce que quand tu as la volonté, quelle que soit la volonté que tu as, si tu n'as pas les armes, si tu n'as pas l'intelligence et la puissance, tu ne peux rien faire. L'intelligence, tout ce que l'homme est capable de faire vient de son intelligence. L'intelligence est capable de tout jusqu'à l'infini. Sauf, et donc du bien et du mal. Non, il n'a pas nommé, il n'a pas donné des noms, il n'a pas dit qu'il y avait le bien, il n'a pas dit qu'il y avait... Exactement. On va nommer après. Justement, c'est-à-dire que l'intelligence, elle a un potentiel infini qu'on ne connaît pas. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas les limites de l'intelligence. Dans notre expérience, dans notre vécu quotidien, on sait que l'homme est capable du pire comme du meilleur. Donc, l'intelligence, si elle a une volonté infinie, elle est capable de faire tout ce qu'elle veut. Et donc, si on ne la discipline pas d'abord, donc si on la met pas dans un œuf, on la conditionne pas. Mais c'est comme dans la société, si on ne met pas les lois. Et on voit aujourd'hui, par exemple, l'intelligence a permis de faire des choses spectaculaires, vaincre certaines maladies, prolonger l'espérance de vie, mais aussi faire des armes d'une destruction terrible. Prenons un exemple sur la bombe atomique, l'arme nucléaire. C'est l'intelligence qui est allée chercher ça. Bien sûr. Sauf qu'aujourd'hui, grâce aux lois, on ne peut pas l'utiliser n'importe comment. C'est un peu à Kingos. Ouais. C'est-à-dire que c'est là, mais il faut mettre des lois pour ne pas faire n'importe quoi. Et je pense que c'est le premier enseignement qu'on tire de la création de l'univers. C'est-à-dire que nous avons un potentiel énorme, sauf qu'il faut le discipliner et savoir l'orienter pour le bien-être c'est une notion qu'on peut tirer. L'humanité. Le bien-être de l'humanité. Tout à fait. Sinon, aujourd'hui, il suffit que une grande puissance décide de lancer une bombe atomique où elle veut. C'est le chaos. Et l'intelligence va toujours de pair, hein, avec la puissance. Donc, Gabriel parlait des guerriers Mingon, si on se réfère. Revenons d'abord Sur l'origine des guerriers. Mais pour comprendre la cosmogonie, on commence par la cosmogonie pour descendre aux guerriers. Oui, c'est lieu c'est qu'il a, lorsqu'on on est arrivé sur l'explosion de l'œuf. Voilà, quand Akingos explose. Et donc, ça donne, les constellations, les galaxies, les étoiles. Non, parce qu'il y a Kingos. Ouais, donc. Non, il y a d'abord Ngos, il y a Eyo. Il y a Ngoseyo. Il y a Kingos. Il y a Miko Miyaki. Miyamiko. Voilà. Donc, les brouillards. Voilà. La voie lactée, les nébuleuses. C'est tout ça, c'est tout. Les nébuleuses. Donc, les étoiles, comment on appelle ça, les galaxies? Les galaxies, voilà. La voie lactée. Les voies lactées. Voilà. C'est ça, la voie lactée. Après, il y a les nuages, Bikokobizop. Ouais. Donc, on a Eyo. Oui. On a, Ngos Eyo. Oui. Après, on a Akingos.
on a Mikomiaki. Mikomiaki. Oui. Uh-huh. Est-ce qu'il donne la définition Mikomiaki, non. Je crois que dans le tome 3, je crois que Tira, lorsqu'il relate la discussion entre Oyonnax Dangwan et puis avec Eyo. Mhm. Voilà. Donc tu as Mikomiaki. Mhm. OK? On a Mikomiaki, les brouillards. Oui. Voilà, issus d'Akingos les galaxies. Akingos les galaxies. OK? Donc Mikomiaki engendra Biyemyemaminku. Voilà, donc les vides intergalactiques, le brouillard. Voilà. Biyemyemaminku engendre Zobiyemyema. Mhm. Donc le ciel. Donc le ciel arrive. Et puis les autres vides. Zobiyemyema engendra Bikokobizo. Bikokobizo. Les nébuleuses et les constellations. Mhm. Donc la grande ours, la grande petite ours. ours. Oui. Voilà. Et Bikokobizo engendre Ngwabikoko. Mhm. Voilà. Ngwabikoko engendre Mbangwa. Ngwabikoko, c'est le premier esprit. Là, on quitte la matière, on rentre maintenant dans l'esprit. Donc, Ngwabikoko, c'est le premier esprit. Après, Ngwabikoko engendre Mbangwa. Mbangwa, c'est le deuxième esprit. Le deuxième esprit et œuvre et engendre Zokomumba. Mhm. Donc, le troisième esprit, l'esprit initiateur. Ouais. C'est l'esprit qui est sollicité pour l'initiation. Donc, Zokomumba engendre Nkwazokomo, le quatrième esprit. Nkwazokomo engendre Mobomonkwa, Voilà. le cinquième esprit. Maintenant, c'est là où Mobomonkwa engendre, Zamé Mabara. voilà. Il a Il y a, Karmabara. voilà. Donc, le sixième esprit, Mhm. Zamyomobora. Le septième esprit, Karmobora. Le huitième esprit, Zonmobora. Après, il y a plusieurs autres esprits. Il y a hein. donc Mabara aussi. Voilà, il y en a plusieurs, mais il s'est limité à ça. Donc, quand on descend, on arrive maintenant à Zamyomobora. C'est le Dieu créateur. Voilà, le Dieu créateur. Selon les... Selon les fans. Selon les fans. Mhm. Zamyomobora, c'est le Dieu créateur parce que Eyo assigne une Et pourquoi mission. Daniel Asumondoutoum ne met pas sa descendance? La descendance de Zamé Mabara. Il met la descendance Non, de Karma. Lui, il n'a pas de Non, parce que là, il veut parler de la dynastie Ekana. Ah, d'accord. Donc, Ekana, c'est les descendants de Karmobor. Oui. Parce que tu as Ekana, Naotse, Otse, Zamola, Ola. Ola, Karmobor. Mhm. Donc, nous sommes des descendants de Zamemobor. Oui. Donc, quand tu fais ta généalogie, monsieur, allez, Ouais, de tout le monde, tout le monde, mon enfant, Zamé Mabara. Voilà. donc, nous, Nous sommes la descendance, c'est Zamé qui Donc, nous sommes Voilà. des gens de Zamé Mabara. Ouais, C'est Zamé Zamé Mabara. Eux, ils sont les descendants de Karmabara. Karmobor, le septième esprit. Voilà. Donc, Ekana, donc, il fait des enfants, hein. Je crois Mhm. que il a fait, Et quand non, oui, il a fait Ngamekan, Ngamekan, et Vinekan, et Vinekan. Osekan, Mhm. Oyemekan, Ouais. Oyonekan, Et puis Okomekan. Mobuaekan, Mburaekan, Okomekan, Voilà. Nkomekan, Angokan, Mungomekan. Ouais. Oui. Et c'est Okomekan. La fille, la seule fille. C'est elle qui a fait Oyona Dangwal. Voilà, qui est très belle, et tout ça. Et donc, Mhm. bon, ses frères ne voulaient pas qu'elle aille en mariage. Donc, il a laissé faire des enfants. Mais il voulait pas de mariage. Et parmi, ses enfants, elle a fait, dans ses idylles, elle a fait Oyuna Dangwan. Mais, comme il est né, en mariage, elle s'est pas Mais mariée. Oyona Dangwal, c'est un descendant de Kana. C'est le fils de Okomekan. Bien sûr. Mais donc, c'est le cousin d'Akomamba. Non. Oui, plus qu'Akomamba aussi, c'est un descendant de Kana. Non, mais Akomamba vient loin derrière, en bas. Derrière. il donne des aïeux. Akomamba, c'est le fils de Mbaye Vinekan. Oui. Mbaye Vinekan, c'est le fils des Vinekan. Oui. Et Vinekan, c'est le premier fils c'est le premier fils des Kana. Oui, Il oui. est au même niveau que Mbaye Vinekan. Voilà. Oyona Dangwal. Oui, Oyona Dangwal est au même niveau que Mbaye Fine. Voilà, il est au même niveau que Mbaye Vinekan. Voilà, oui, oui. Oyona Dangwal n'a pas fait d'enfant. Non, non. Non. Ok. C'est son frère Ebe Okomo qui a eu des descendants. Ouais. Comme la maman n'allait pas en mariage, ils avaient tous le nom de leur mère. Tu Ouais. vois, Okomo. Mais, Okomo Guada. Et donc, Akomamba, c'est le premier fils de Mbaye Vinekan.
il a rencontré Belaminzi. Ça, comment était déjà né? Elle était enceinte. Elle était enceinte, mais c'est en gestation. Elle est en train d'un autre gars. C'est pas l'auteur de, c'est pas son père biologique. C'est pas son père biologique. Belaminzi était enceinte. Ben, c'est là où c'est important pour la culture, parce que chez nous, c'est celui qui a élevé l'enfant, Mwanamba. qui est le Qui est le père de l'enfant. Akomamba a fait un seul enfant, Ondomiyan. Ses frères, Ondomba et Touramba, Un seul garçon. Ngwamba, Abiremamamba. Le tapeur de tam-tam. Oui. D'accord, oui. C'est lui qui a le tam-tam qui s'appelle Mokimo. Lui, il a renoncé à s'initier pour les combats, pour la guerre. Il s'est consacré exclusivement à jouer le tam-tam. D'accord. Et Donc, à Ngon, on peut résumer. À Ngon, il y a 3 grands clans. Hein? Il y en a plusieurs, mais il y a 3 Ouais, les 3 principaux. Voilà. Merci. Donc, il y a le clan des fers. Ouais. Donc, le clan des Mba. Oui. Il y a le clan des rochers. Ndong. Et puis, il y a le clan des marteaux. Ouais. Le clan Meilleux. Oui. Voilà. À l'époque, c'était la gang. Voilà, la gang. mais les principaux guerriers d'Ingon qu'on parle tous les jours, il y a Komamba, Ngwaondo, Ndutumoful, Angonendong, Zemedan, Mobiarmeza. Ça, c'était tout mon foule. Oui, ce sont eux qui représentent l'ordre Invo. Ce sont les plus perspicaces. L'ordre passe par eux. Par exemple, Angon, c'est l'équivalent du maire d'Engon. Engon, c'est l'administrateur de la ville. Oui. Engon, c'est une grande cité. Il y a avec 13 villages. Ngwaondo, c'est le fils, c'est le neveu d'Akoma. Oui, bien sûr. D'accord. Parce que son frère lui avait demandé à Komamba, son frère lui avait dit que dans sa lignée, il ne voyait pas il y avait pas de super guerrier. Mais pourquoi Ngwaondo est le plus puissant? Maintenant, mais parce que Akomamba a fait la promesse à son frère que il devait avoir une grande lignée, il devait lui apporter un grand guerrier, le guerrier qu'il cherchait dans sa lignée. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'initiation chez les femmes, c'est pas la même chose que par exemple si on regarde les autres ethnies. Chez les femmes, tout le monde n'est pas initié. Celui qui est initié, c'est celui qui est appelé à diriger, celui qui est appelé à être un leader, un chef. C'est seulement lui qui est initié. Et l'initiation se fait par d'autres leaders, d'autres grands maîtres. Ce sont ceux-là qui décident d'initier la personne. Maintenant, l'initiation peut se faire déjà même. Tu es dans le ventre de ta mère, on peut t'initier dans le ventre de ta mère. On peut le faire quand tu es déjà un jeune garçon, des fois même un adolescent. Mais c'est uniquement... Avant même de te concevoir. Voilà. Aussi. Ce sont uniquement ceux qui sont appelés à diriger qui sont initiés et ils le sont par d'autres grands maîtres aussi. Parce que ce sont eux qui connaissent ce qu'il faut mettre dans le corps d'un élu. L'initiation des bandes a été mythique. Exactement. Puisque Dieu a même assisté à l'initiation. C'est le seul. Ouais. C'est le seul pour lequel Dieu est descendu. Et même Dieu est descendu par crainte. Et yo, bien Zamé Mabara. Non, Samuel. Samuel, il y a Mabara. Mais Donc, quand les gars vont régler leurs problèmes, c'est chez Zamé Mabara qui parle. Ils n'arrivent jamais chez yo. Quand on parle, non, Hugo est trop loin. quand on parle de Dieu, Hugo est trop loin. on parle de Samuel Mabor. Voilà. C'est pas Eyo. Parce que il se trouve que dans la traduction de la Bible en français, Zaman, on a attribué le nom Dieu. Voilà pourquoi on dit Dieu quand on parle de Samuel Mabor. Ok. Et bon, dans le Vêt, c'est Samuel Mabor. C'est normal parce que dans la Bible, on dit que c'est Dieu qui créa les hommes. Qui créa les hommes. Donc, la terre. comme nous sommes des créations de Zamé et Mabor, Il ne pouvait pas, parce que ça, il y a une scène importante quand les missionnaires viennent trouver Zungema dans son village et qu'ils viennent pour prêcher l'évangile. Et que Zungema leur dit non, Ati Adzo Zaman. Il leur dit non, Ati Adzo Zaman. C'était pour ne pas les amener directement à parler déjà des Yo. Pourquoi? Parce que quand tu vas demander à un chrétien qui est Dieu, il va te dire c'est le créateur de l'univers. Or, l'univers, c'est au niveau des Yo. Dieu, c'est au niveau des humains. Le niveau des humains, où la terre était informe, on a formé la terre, on a créé l'homme, on a donné le souffle. Dieu donna son souffle à Adam. C'est ça, c'est ce que la Bible dit. Et donc, quand on a fait la traduction de la Bible enfant, on a directement utilisé le nom Zame, parce que le notable, le chef, le maître a dit
quartier, ado, fameux, pour couper net. Et c'est pourquoi ça correspond à la Genèse qu'on trouve dans la Bible. D'accord. Donc, on arrive au terme de notre podcast. Il faut dire que c'est un qui va se faire en plusieurs fois. Il y aura plusieurs épisodes parce qu'on ne peut pas traiter Oui, les sujets, on ne peut pas aborder tous les sujets. C'est pas possible. Les sujets qui sont Non, aujourd'hui, on était dans l'introduction. Non, On était dans l'introduction, on peut pas aborder tous les sujets. On a parlé d'une fête selon notre appréciation. On a d'autres sujets qui arrivent. On parlera en profondeur de Yonadanga. On doit aller dans les profondeurs des thématiques. On va pas les survoler au fur et à mesure. On doit s'asseoir ici un jour et parler du secret de l'immortalité, de la tradition forte selon le Mvet. Est-ce que les choses sont perçues encore pareilles de la même manière? On doit parler de le message du Vêt. ça aussi, ce sera une thématique. On doit parler des guerriers, leur essence, leur comportement. Chacun a une position dans l'échiquier des guerriers des Ngom. On doit parler de tout ça. On doit parler des anecdotes, comme l'anecdote des Fouamedans et des Amedans. Tu vois, on doit parler de tout ça au fur et à mesure. On ne peut pas exploiter tout le... On doit aussi prendre des œuvres importantes, les décortiquer. oui, tout ça là. Et des éléments importants aussi. Et tout, et puis aussi comprendre les auteurs, leur position dans l'espace, leur position dans l'environnement au moment où ils ont écrit, comment ils étaient psychologiquement. Donc on ne peut pas élaguer tous les thèmes aujourd'hui. En une heure, c'est pas. Le problème avec le Vêt, c'est que quand on commence, on veut pas. Je suis pas d'accord, savoir ça, là. On se retrouve pour un autre numéro. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et poser des questions au fur et à mesure. On parlera du Vêt. Ça, c'est juste le premier numéro. Il y a d'autres numéros qui arrivent. On fera le maximum d'enregistrer au fur et à mesure des thématiques. N'hésitez pas, contactez-nous, écrivez des commentaires, et puis, à la prochaine.